Je m'appelle Élise Lambert et j'ai 35 ans. Avez-vous déjà été effacée de votre propre histoire familiale? La semaine dernière, à la soirée de retraite de mon père, le summum de ses 30 ans de carrière en tant que proviseur de lycée prestigieux, ma belle-mère m'a arraché ma place à la table d'honneur. Mon père a baissé les yeux et a dit « Ta place est au fond, avec les autres ». J'étais sur le point de partir en larmes. Mais mon mari, Bastien, cet homme si calme et discret, s'est levé. Ce qu'il a fait ensuite a non seulement ruiné leur soirée, mais a révélé un secret qui a absolument tout changé. Si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous et dites-moi depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez, et quelle heure il est chez vous. J'ai besoin de me sentir moins seule ce soir, et j'aimerais savoir si d'autres personnes ont déjà ressenti cette terrible injustice familiale. Maintenant, laissez-moi vous ramener à cette nuit qui a tout fait basculer. Assise sur le siège passager de notre vieille Peugeot, je regardais la façade majestueuse de l'Hôtel Dieu à Lyon, baignée d'une lumière dorée. Chaque arche, chaque fenêtre semblait raconter une histoire de grandeur, un monde auquel je n'avais jamais vraiment eu l'impression d'appartenir. Un nœud d'angoisse se serrait dans mon estomac. Ce n'était pas seulement la perspective d'une soirée mondaine. C'était la perspective d'affronter le regard de mon père, un regard qui, depuis son remariage il y a 4 ans, était devenu un miroir de mes insuffisances. Je lissais pour la 10e fois le tissu de ma robe bleu marine. Une robe simple, élégante, mais qui criait « solde de fin de saison ». Je l'avais achetée pour la cérémonie où l'on m'avait remis le prix de « professeur de l'année » de mon académie. Ce jour-là, je m'étais sentie fière. Ce soir, je me sentais comme une imposture. Je me souvenais des mots de mon père quand je lui avais annoncé mon choix de carrière. L'éducation, c'est une vocation, Élise, pas une ambition. C'est un métier noble, mais il ne t'ouvrira jamais les portes du vrai monde, celui où les décisions se prennent. Cette phrase était restée gravée en moi, une petite épine empoisonnée. Bastien a posé sa main chaude sur la mienne, glacée. Ça va aller, a-t-il murmuré, son regard doux cherchant le mien. J'ai tenté un sourire. Oui, ne t'en fais pas, mais il me connaissait trop bien. Il voyait la tension dans mes épaules. Lui-même semblait ailleurs, son pouce balayant nerveusement l'écran de son téléphone. C'était inhabituel. Bastien était l'homme le plus présent que je connaisse. L'intérieur de l'hôtel était encore plus intimidant. Le hall était un ballet de costumes sombres et de robes de soie, un murmure de conversation sur les marchés financiers et les prochaines vacances à Saint-Barth. L'air sentait le luxe, un mélange de parfums chers et d'orchidées blanches. Nous étions en retard, et il nous attendait. Mon père, Bernard, et sa femme, Véronique. Mon père, grand et imposant dans son smoking, m'a gratifié d'une bise rapide, presque distante. Ses yeux m'ont à peine effleuré. Mais le regard de Véronique, lui, a fait une inspection complète, de mes chaussures à ma coiffure. Son sourire était une fine ligne rouge, un chef-d'œuvre de courtoisie glaciale. Élise. Ta robe est charmante. Vraiment très simple. Le compliment était une insulte à peine voilée. J'ai sorti mon cadeau, le cœur battant. J'y avais mis tout mon amour. Un album photo relié en cuir, que j'avais mis des semaines à composer. Chaque page était une étape de sa carrière, des photos de classe des années 80 aux articles de journaux louant sa gestion. Papa, c'est pour toi. Pour tes 30 années. Il l'a pris, l'a feuilleté en quelques secondes, un vague « s'échappant de ses lèvres. Merci, c'est une gentille attention. Il l'a posé sur le coin d'une table, déjà à moitié oubliée. C'est alors qu'Astrid, la fille de Véronique, a fait son entrée. Grande, blonde, vêtue d'une robe rouge qui devait coûter mon salaire mensuel. Elle tenait une petite boîte rectangulaire gainée de velours. Pour toi, papa Bernard, a-t-elle dit d'une voix chantante. Il l'a ouverte. À l'intérieur, un stylo Mont Blanc en édition limitée reposait sur un lit de satin. Une pièce de collection, gravée à tes initiales, pour signer les pages de ta nouvelle vie. Le visage de mon père s'est illuminé d'une fierté pure, aveuglante. Il a brandi le stylo comme un trophée. Regardez-moi ça. Le cadeau d'une fille qui comprend la valeur des belles choses. Le symbole de la réussite. Les invités autour ont applaudi poliment. Mon album photo, lui, gisait sur la table,
un pauvre objet artisanal face à ce monument de luxe. Le sourire de mon père en admirant ce stylo a été la première blessure de la soirée. J'étais loin d'imaginer que ce n'était que le début, qu'il n'avait pas seulement l'intention de me blesser, mais de m'effacer complètement du tableau. Véronique a glissé son bras sous celui d'Astrid, la propulsant au centre de l'attention. « Viens, ma chérie, il faut que je te présente au député. Il est fasciné par ta carrière. » Elles se sont éloignées, me laissant avec mon père qui semblait soudain très mal à l'aise. Puis, Véronique s'est retournée comme si elle venait de se souvenir de ma présence. Ah, et voici Élise, la fille de Bernard. Elle est professeure dans un collège. La façon dont elle a prononcé « professeur » laissait entendre que c'était une maladie incurable. C'était un acte de sabotage social, me définissant non pas comme sa fille, mais par ma profession jugée inférieure, créant une distinction immédiate entre la réussite d'Astrid et ma vocation modeste. Elle nous a ensuite entraînés dans un tour de la salle, qui ressemblait plus à une parade triomphale pour Astrid. À chaque groupe d'invités importants, c'était le même refrain, « Je vous présente ma fille, Astrid, la plus jeune associée de son cabinet. Elle vient de gagner un procès à plusieurs millions. » J'étais une ombre silencieuse dans leur sillage, présentée à la hâte, un accessoire embarrassant. Finalement, notre procession s'est arrêtée près de la table d'honneur, la table numéro 1, trônant au centre de la pièce. Les cartons de placement, écrits en lettres dorées, étaient disposés avec soin. J'ai cherché mon nom. Il y avait Bernard, Véronique, Astrid, le président du conseil régional, un riche industriel qui finançait la bibliothèque du lycée, mais nulle part Élise. Mon cœur a sombré. Je crois qu'il y a une erreur, Véronique. Mon nom n'y est pas. Elle a eu un petit rire, comme si j'étais une enfant naïve. Mais non, ma chérie, il n'y a pas d'erreur. C'est une table de travail, tu comprends. Nous devons placer les gens qui peuvent être utiles à la fondation. Son regard a balayé la salle. Ta place est là-bas. La table 12. Juste derrière ce grand pilier. Tu seras avec d'autres enseignants, vous aurez plein de choses à vous raconter. J'ai suivi son doigt. La table 12. C'était à peine une table. C'était un avant-poste, une annexe, coincée entre la porte battante des cuisines et une plante verte en plastique qui avait connu des jours meilleurs. La nappe y était en papier, pas en tissu. Les verres étaient plus épais. C'était la table des seconds rôles, des subalternes, des invisibles. J'ai cherché le regard de mon père, une dernière fois. Une supplication silencieuse. Défends-moi. Dis quelque chose. Mais il a regardé ses chaussures, le plafond, n'importe où sauf moi. C'est plus logique pour l'organisation, Élise, a-t-il fini par marmonner, la voix étouffée par la honte ou la lâcheté, je ne saurais le dire. Un souvenir, aussi vif qu'une brûlure, a surgi dans mon esprit. Le jour de ma remise de diplôme de l'université. J'étais la première de ma famille à obtenir un master. Mon père m'avait soulevé de terre, ses yeux brillants de larmes. Ma fille, ma professeure. Je suis si fière. Quoi que tu fasses, ou que tu ailles, souviens-toi que tu auras toujours une place d'honneur à mes côtés. Cette promesse, ce soir, il l'enterrait sous une montagne de faux-semblants et de snobisme. Le chemin jusqu'à la table 12 a été le plus long de ma vie. C'était une marche de la honte. Je sentais des dizaines de regards posés sur moi, certains curieux, d'autres apitoyés. Alors que nous passions près d'un groupe d'amis de Véronique, j'ai entendu la voix claire et distincte d'Astrid, oui, c'est la fille de mon beau-père. Elle enseigne dans un collège en ZEP, vous savez, une zone d'éducation prioritaire. C'est admirable, bien sûr, ce dévouement pour les cas sociaux, mais bon. Elle a laissé sa phrase en suspens, mais le message était clair. Mon travail n'était pas une carrière, c'était une mission caritative pour une jeune femme sans grande ambition. Assise à la table 12, le bruit des cuisines en fond sonore, je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie. Je voulais disparaître. Je voulais que la nuit s'achève. Mais le spectacle macabre ne faisait que commencer. Et le prochain acte, le discours de mon père, allait être une déclaration publique de mon exclusion. Quand les lumières se sont tamisées, un silence presque religieux s'est abattu sur la salle. Mon père s'est avancé vers le pupitre.
La lumière des projecteurs le nimbait d'une aura de respectabilité et de puissance. Il était charismatique, en contrôle, le grand homme que tout le monde était venu honorer. Il a commencé son discours par des remerciements convenus. Sa voix était chaude, posée, celle d'un homme habitué à captiver son auditoire. Puis, il est passé à la partie plus personnelle. Mon cœur s'est mis à cogner dans ma poitrine. Malgré tout, malgré les humiliations, une petite fille au fond de moi espérait encore un mot, un regard, une reconnaissance. Je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui sans le soutien infaillible de ma merveilleuse épouse, Véronique. Il lui a adressé un sourire plein de tendresse. Elle a apporté de la lumière et de l'élégance dans ma vie. Véronique a modestement baissé les yeux, savourant son triomphe. Puis, le visage de mon père s'est illuminé d'une fierté encore plus intense. Et ce soir, je suis un homme comblé, car j'ai à mes côtés celle que je considère, sans l'ombre d'un doute, comme ma propre fille, Astrid. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Ma propre fille. Il l'avait dit. Devant tout le monde. Ces deux mots étaient une répudiation, une négation de mes 35 années d'existence en tant que sa fille. Il a continué, sa voix vibrant d'admiration. Astrid incarne tout ce que nous espérons de notre jeunesse. Une intelligence brillante, diplômée avec les honneurs de la Sorbonne. Une ambition féroce, qui l'a propulsée au rang d'associée dans l'un des plus grands cabinets d'avocats de Paris. Quand je la regarde, je vois la réussite. Je vois l'excellence. Astrid, je suis infiniment fière de toi. Chaque mot était un coup de poignard. Alors qu'il parlait d'elle, des souvenirs me revenaient en flash douloureux. Mon propre diplôme, mention très bien. Il avait dit, c'est bien, mais que vas-tu faire de ça? Ma première publication dans une revue pédagogique. Il avait répondu, qui lit ce genre de choses? Mon prix de professeur de l'année. Il avait oublié de venir à la cérémonie. Mes réussites, à moi, avaient toujours été minimisées, traitées comme des hobbies charmants mais insignifiants. Les applaudissements pour Astrid ont été nourris. Elle s'est levée, gracieuse, saluant la foule comme une reine. Mon père a attendu que le bruit s'estompe. J'ai prié. Un mot pour moi. Juste un. Même une blague. N'importe quoi. Mais il a enchaîné sur une anecdote concernant le chef cuisinier, a remercié le personnel de l'hôtel, et a conclu son discours. C'était tout. J'étais officiellement, publiquement, effacé. Bastien a posé sa main sur mon genou. Ses doigts étaient crispés. J'ai vu une veine battre sur sa tempe. Il était furieux, mais il se contenait pour moi. Son téléphone a vibré une nouvelle fois sur la nappe en papier. Je n'ai pas pu voir le message, mais il a rapidement tapé une réponse d'un seul mot avant de le ranger. Une femme assise à notre table, une vieille professeure de lettres qui avait travaillé 30 ans avec mon père, s'est penchée vers moi. Ses yeux étaient pleins de pitié. Ne vous en faites pas, ma petite. Ce qui se fait dans une salle de classe a plus de valeur que tous les discours du monde. Ces mots étaient gentils, mais ils ne pouvaient pas panser la blessure béante dans mon cœur. Mon père avait choisi son camp. Il avait choisi le prestige, l'argent, la réussite clinquante de sa nouvelle famille. J'étais le passé, l'embarras, le rappel d'une vie plus simple qu'il voulait oublier. Je pensais que l'humiliation avait atteint son apogée. Je me trompais lourdement. La véritable exécution publique n'avait pas encore eu lieu. Après une courte pause musicale, mon père est retourné au micro. Son visage était redevenu sérieux, empreint de cette gravité qu'il réservait au moment qu'il jugeait historique. L'atmosphère dans la salle est devenue plus attentive. Et maintenant, a-t-il commencé, sa voix résonnant dans le silence, l'annonce majeure de cette soirée. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la Fondation Hamilton pour l'éducation, qui a été l'œuvre de ma vie, s'apprête à entrer dans une nouvelle ère. Grâce à un don exceptionnel et à un engagement de 5 millions d'euros de la part du groupe de technologie éducative et du futur, nous allons pouvoir décupler notre action. Des murmures approbateurs ont parcouru l'Assemblée. 5 millions d'euros. Le chiffre flottait dans l'air, irréel et puissant. Mon cœur s'est mis à battre à un rythme effréné. La Fondation. C'était mon projet. C'était la promesse. Il y a 3 ans, dans son bureau sentant le bois ciré et les vieux livres, il m'avait exposé sa vision.
Quand je prendrai ma retraite, Élise, ce sera toi. Toi, avec ton expérience du terrain, tes idées novatrices. Tu sais ce dont les écoles ont vraiment besoin. Tu seras ma digne héritière à la tête du conseil d'administration. Inspirée par cette promesse, j'avais consacré un temps fou à ce projet. J'avais passé des soirées entières, après avoir corrigé mes copies, à faire des recherches sur les programmes de lutte contre le décrochage scolaire. J'avais rédigé des dizaines de pages de propositions pour créer un fonds d'urgence destiné aux enseignants en difficulté, pour financer des sorties culturelles pour les élèves des quartiers défavorisés. J'avais mis mon âme dans ce projet. C'était ma chance de prouver à mon père, et à moi-même, que mon travail avait un impact au-delà de ma propre salle de classe. La question de ma succession au sein de cette fondation a été l'objet d'une longue et mûre réflexion, a poursuivi mon père. Sa voix était chargée d'une fausse émotion. Je me suis penché en avant sur ma chaise, mes mains crispées sur mes genoux. S'il te plaît, papa. Souviens-toi de notre conversation. Souviens-toi de ton héritage. J'ai donc l'immense plaisir et la très grande fierté de vous annoncer le nom de la personne qui prendra ma place au conseil d'administration. Il a fait une pause théâtrale, balayant la salle du regard, s'arrêtant une fraction de seconde sur la table d'honneur. J'ai l'honneur de nommer Maître Astrid Dubois. Le monde s'est effondré. Le son des applaudissements était une vague assourdissante qui m'a submergé. J'ai vu, comme dans un film au ralenti, Astrid se lever, sa robe rouge tournoyant, son visage affichant un mélange parfait de surprise feinte et de triomphe absolu. Elle a embrassé mon père, puis Véronique. C'était une scène parfaite, une passation de pouvoir dynastique. Et moi, j'étais à la table 12, derrière un pilier, le cœur en 1000 morceaux. Ce n'était pas seulement une place qu'on me volait. C'était mes idées, mon travail, mes espoirs. C'était la reconnaissance que j'avais attendue toute ma vie. C'était une trahison ultime. À côté de moi, j'ai entendu un bruit sec. Bastien venait de se lever si brusquement que sa chaise a failli basculer. « Excusez-moi » a-t-il dit à la table, sa voix était un grondement sourd. « Je dois passer un appel urgent. »« Bastien, s'il te plaît, ne fais rien » ai-je réussi à articuler. Il s'est penché vers moi, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu une lueur dangereuse dans ses yeux. « C'est trop tard, Élise. Ils sont allés trop loin. Ça change tout. » Il s'est détourné et a traversé la salle d'un pas rapide, son téléphone déjà à l'oreille. Si vous avez déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez une confiance absolue, si on vous a déjà volé un rêve, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous encaissé en silence, ou auriez-vous cherché à vous battre? J'étais seule, anéantie, regardant mon héritage devenir le piédestal de la gloire d'Astrid. Je ne savais pas qui Bastien appelait, mais je savais une chose, le calme avant la tempête était terminé. L'ouragan était sur le point de frapper. Je ne pouvais plus supporter de rester assise à cette table de la honte. Une force nouvelle, née du désespoir et de la rage, a pris le contrôle de mon corps. J'ai repoussé ma chaise et je me suis dirigée, d'un pas que j'espérais assurer, vers la table d'honneur. Papa. Il faut qu'on parle. Maintenant. La conversation animée s'est instantanément tue. Tous les visages se sont tournés vers moi. Le sourire d'Astrid s'est figé. Véronique m'a foudroyé du regard. Mon père, le visage fermé, a sifflé entre ses dents. Élise, pas maintenant. Tu es en train de te ridiculiser. Me ridiculiser, ai-je répondu, surprise par le calme de ma propre voix. C'était ma voix de professeur, celle que j'utilisais quand je devais gérer une situation de crise. Non, je ne crois pas. Je demande juste une explication. Cette place au conseil de la fondation, tu me l'avais promise. Les promesses peuvent changer, Élise. Les circonstances évoluent, a-t-il dit d'un ton professoral, comme s'il m'expliquait une évidence. C'est Astrid qui a porté l'estocade. Elle a éclaté d'un petit rire méprisant, un son aigu et désagréable. Ma pauvre Élise. Tu es si naïve. Gérer une fondation qui pèse plusieurs millions d'euros, ce n'est pas comme organiser la kermesse de l'école. Ça demande des compétences, un réseau, une vision stratégique. Des choses qui, soyons honnêtes, te dépassent un peu. Ces mots, prononcés avec une condescendance parfaite,
ont fait voler en éclats le peu de contrôle que je possédais. Des compétences? Tu parles de compétences? Toi qui n'as jamais passé une heure dans une salle de classe? Toi qui penses que l'éducation est une ligne sur un bilan comptable? C'est à ce moment-là que l'incident du vin est survenu. En se penchant pour reposer son verre, un geste faussement nonchalant, Astrid a heurté la bouteille de vin rouge posée près de mon coude. Le liquide pourpre a giclé, éclaboussant le devant de ma robe. Une grande tache sombre et humide, comme une blessure ouverte. Oh, mon Dieu, je suis tellement désolée, a-t-elle glapi, la main devant la bouche. Mais ses yeux, pendant une fraction de seconde, ont brillé d'une lueur de pur triomphe. Ce geste, cette ultime petite humiliation, a été la goutte d'eau. La colère, pure et brûlante, a déferlé en moi. La différence fondamentale entre toi et moi, Astrid, ai-je articulé lentement, en la fixant droit dans les yeux, c'est que mon travail consiste à construire des futurs. Le tien consiste à facturer des heures. Ne confonds jamais les deux. Le visage de Véronique s'est tordu de fureur. Insolente. Mon père s'est levé d'un bond, son visage cramoisi. La façade du proviseur respectable s'était fissurée, révélant un homme en colère et acculé. C'est terminé. Ça suffit. Sécurité, a-t-il hurlé, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Sortez-moi cette personne d'ici. Elle n'est plus la bienvenue. Cette personne. Il ne m'avait même pas appelé par mon nom. J'étais devenue cette personne. Une étrangère. Une intruse. Deux colosses en costume noir ont commencé à se frayer un chemin vers moi. Les téléphones portables étaient désormais tous pointés dans ma direction, leurs petites lumières rouges brillant dans la pénombre. J'allais être jetée dehors comme une malpropre. L'humiliation était totale. Mon corps a commencé à trembler. Alors que la main d'un des agents de sécurité allait se poser sur mon bras, une voix calme, mais chargée d'une autorité glaciale, a retenti juste derrière moi. Je vous conseille de ne pas la toucher. C'était Bastien. Il était de retour. Et le regard qu'il avait, ce n'était plus celui de mon mari doux et discret. C'était le regard d'un prédateur. Ce ne sera pas nécessaire. La voix de Bastien, bien que prononcée sans élever le ton, a eu un effet immédiat. Les deux agents de sécurité se sont figés, comme décontenancés par l'assurance tranquille qui émanait de lui. Il s'est glissé à côté de moi, sa simple présence était un bouclier. Nous nous apprêtions à partir, a-t-il ajouté, s'adressant aux agents mais son regard fixé sur mon père. À ses côtés se tenait un homme d'une cinquantaine d'années, au visage sévère et intelligent, vêtu d'un costume sombre parfaitement coupé. Il tenait une fine mallette en cuir. Je ne l'avais jamais vu. Mon père, toujours debout, a grogné, dégagé. Tous les deux. Dans un instant, a répondu Bastien, son calme contrastant violemment avec la fureur de mon père. Juste une question, si vous le permettez, monsieur Bernard. Vous avez mentionné le sponsoring d'Edu Futur. Vous êtes-vous assuré d'avoir bien compris toutes les subtilités du contrat que vous avez signé? Le mot « subtilité » était prononcé avec une précision chirurgicale. Une lueur de confusion a traversé le visage de mon père. C'est un contrat standard. Astrid l'a vérifié. Tous les regards se sont tournés vers Astrid. Elle a paru mal à l'aise pour la première fois de la soirée. C'était un contrat cadre tout à fait classique, a-t-elle balbutié. Vraiment, a demandé Bastien, un sourcil levé. Il s'est tourné vers l'homme qui l'accompagnait. Maître Dubois, pourriez-vous nous éclairer? L'homme, Maître Dubois, a ouvert sa mallette et en a sorti un document relié. Il s'est avancé. Monsieur Bernard, je suis le conseiller juridique principal du groupe Edu Futur. Je crains que Maître Astrid n'ait fait une lecture quelque peu superficielle de notre accord. Véronique, impatiente, a explosé. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Nous célébrons une carrière, pas un cours de droit. Maître Dubois l'a ignoré poliment. La clause 7.3 du contrat, page 8, paragraphe 2, stipule de manière explicite et non négociable que la personne désignée par vous pour siéger au conseil d'administration doit pouvoir justifier d'un minimum de 5 années d'expérience en tant qu'enseignant titulaire dans un établissement du second degré. Un silence de plomb est tombé sur la table. Astrid était livide. C'est
c'est une clause abusive. Elle peut être contestée, a-t-elle réussi à articuler. Je vous souhaite bonne chance pour cela, a répondu calmement Maître Dubois. Elle a été rédigée par notre fondateur lui-même. Il y attache une importance toute particulière. Voyez-vous, a-t-il ajouté, son regard balayant l'assemblée silencieuse, le fondateur d'EduFutur est le fils d'une professeure d'histoire qui a passé 40 ans dans des collèges difficiles. Il a vu sa mère se battre pour ses élèves, sacrifier son temps et son argent, sans jamais recevoir la moindre reconnaissance. Il s'est juré que si un jour il en avait les moyens, son argent ne serait jamais géré par des gens qui ne comprennent pas la réalité du terrain. En écoutant les mots de l'avocat, mon cerveau a commencé à tourner à toute vitesse. La mère de Bastien. Elle était professeure d'histoire. Elle est décédée il y a 10 ans. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter, formant une image incroyable, impossible. Mon père, qui avait arraché le contrat des mains de l'avocat, le lisait, les mains tremblantes, son visage passant du rouge au blanc. Il était pris au piège. Mais le coup de grâce n'avait pas encore été porté. Le secret le mieux gardé de Bastien, un secret qu'il m'avait caché pendant 7 ans, était sur le point d'éclater au grand jour, et l'onde de choc allait être dévastatrice. Astrid, tentant désespérément de sauver la face et sa réputation, s'est levée. C'est une simple formalité contractuelle. L'annonce a été faite, l'esprit de l'accord est respecté. Vous n'allez pas retirer un don de 5 millions d'euros pour un détail technique. Sa voix était stridente, manquant de l'assurance qu'elle affichait quelques minutes plus tôt. Un sourire presque imperceptible a étiré les lèvres de Bastien. C'était un sourire froid, dénué de toute chaleur. Vous appelez ça un détail ? Nous appelons ça notre raison d'être. Et malheureusement pour vous, il y a un autre détail que vous avez manqué. Il s'est tourné vers Maître Dubois, qui a repris la parole d'une voix monocorde et précise. La clause 12.1, page 15. Elle stipule que toute communication publique ou annonce officielle concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration doit recevoir une validation écrite et préalable de la part du sponsor, c'est-à-dire EduFutur. Dans le cas contraire, le contrat est considéré comme rompu unilatéralement par le bénéficiaire, et ce, avec effet immédiat. Maître Dubois a marqué une pause, laissant le silence faire son œuvre. Alors, au nom d'EduFutur, nous vous remercions sincèrement d'avoir fait cette annonce ce soir. Vous nous avez grandement simplifié la tâche. Ce fut comme si une bombe venait d'exploser en silence. La salle entière était en état de choc. C'était un coup de génie, un piège juridique parfait, et ils y étaient tombés tête la première. Véronique, écumant de rage, s'est tournée vers Bastien. Son visage, déformé par la haine, était méconnaissable. Mais qui êtes-vous à la fin ? Qui êtes-vous pour nous faire ça ? Vous n'êtes rien. Un moins que rien. Le mari insignifiant d'une petite institutrice. Bastien n'a pas répondu à son invective. Lentement, avec une assurance déconcertante, il a contourné la table d'honneur, a gravi les quelques marches menant à l'estrade et s'est planté devant le micro. Il a ajusté sa hauteur, un geste simple, mais qui en disait long sur sa prise de contrôle de la situation. Il a pris une profonde inspiration, son regard a balayé l'assemblée suspendue à ses lèvres, et s'est finalement posé sur moi. Dans ses yeux, j'ai vu 7 ans d'amour, de soutien silencieux et de secret. Mesdames et messieurs, je crois qu'une présentation s'impose. Sa voix, amplifiée par les haut-parleurs, était calme et puissante. Je m'appelle Bastien Chevalier. Mais la plupart d'entre vous me connaissent sous le nom de Bastien Lambert, car j'ai pris le nom de ma femme le jour de notre mariage, en l'honneur de la seule personne de cette famille qui comprenne réellement la valeur de l'éducation. Mon souffle s'est coupé. Il ne m'avait jamais dit ça. Je suis le mari d'Élise. Et oui, comme l'a si élégamment souligné madame, je conduis une Peugeot 308 et je fais mes courses à Carrefour. Il a eu un petit sourire. Parce que je préfère que mon argent serve à financer des programmes éducatifs plutôt qu'à acheter des voitures de sport. Il a marqué une nouvelle pause, laissant la tension monter à son comble. Je suis également le fondateur et le président directeur général du groupe de technologie éducative EduFutur. Le silence qui a suivi était absolu, total, comme si l'univers entier retenait son souffle. Puis ce fut une déferlante. Des hoquets de surprise, des exclamations,
des chaises qui raclaient le sol alors que les gens se levaient pour mieux voir. Les flashs des photographes crépitaient sans interruption, immortalisant l'instant précis où le monde de mon père venait de voler en éclats. J'étais paralysé, mon esprit refusant de croire ce que mes oreilles venaient d'entendre. Et du futur. Le logo sur l'écran géant derrière la scène, c'était le même que celui sur le t-shirt que Bastien portait pour bricoler le week-end. Les conférences téléphoniques tardives avec des clients en Californie. Les projets de conseil en stratégie. C'était ça, depuis le début. Véronique le fixait, la bouche ouverte, tremblante. C'est un mensonge. C'est impossible. La seule chose d'impossible, madame, a dit Bastien, sa voix devenant soudainement glaciale, c'est votre niveau de mépris et d'aveuglement. Vous n'avez jamais pris la peine de poser une seule question sur mon travail en 7 ans. Vous aviez déjà décidé que j'étais un raté. Votre snobisme a été votre perte. La confrontation finale venait de commencer, et tous les masques étaient tombés. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Mon père, livide, a fait un pas chancelant vers l'estrade. Tu ne peux pas faire ça. Ce contrat nous lie. Sa voix n'était plus qu'un murmure rauque. Il nous liait, a corrigé Bastien, sa voix ne laissant place à aucune négociation. Vous l'avez rompu de manière publique et irréfutable il y a moins de 20 minutes. Ironiquement, c'est votre brillante avocate qui, par sa négligence, nous a offert cette porte de sortie en or. Il a jeté un regard bref et dédaigneux vers Astrid, qui semblait pétrifiée sur sa chaise, son visage aussi blanc qu'un linge. Puis, Bastien a prononcé la sentence, claire et définitive. En conséquence, au nom du conseil d'administration d'EduFutur, j'annonce officiellement le retrait de la totalité de notre promesse de don de 5 millions d'euros à la Fondation Hamilton. Avec effet immédiat. Un murmure collectif, comme une vague, a traversé la salle. 5 millions d'euros, envolés. La raison d'être de toute cette soirée venait de s'évaporer. Cependant, a poursuivi Bastien, et l'attention est remontée d'un cran, cet argent ne retournera pas dans nos coffres. Il sera immédiatement réaffecté. Il s'est tourné vers moi, et son regard s'est adouci. C'est pourquoi j'ai l'immense honneur d'annoncer la création, dès ce soir, de la Fondation Élise Lambert pour l'excellence en enseignement. Mon nom de jeune fille. Mon nom. Une fondation à mon nom. Les larmes que j'avais retenues toute la soirée ont commencé à couler sur mes joues. Et puis, le miracle s'est produit. Un bruit de chaise. Puis un autre. Les 6 enseignants de la table 12, ma table de paria, s'étaient levés. Ils ont commencé à applaudir. D'abord timidement, puis avec force. Leur applaudissement a été un signal. Les gens des tables voisines, d'autres professeurs, des directeurs de petites écoles, des parents d'élèves que je reconnaissais, se sont levés à leur tour. Bientôt, c'est la moitié de la salle qui était debout, m'offrant une ovation debout. C'était la rébellion silencieuse des « petites gens », de ceux qui savaient la vraie valeur du travail, contre l'arrogance de l'élite. Le téléphone d'Astrid a sonné, une sonnerie stridente dans l'atmosphère tendue. Elle a décroché, le visage blême. On pouvait presque entendre la fureur de son interlocuteur à travers le combiné. Oui, maître Blanchard? Oui, je comprends. Le direct sur les réseaux, une catastrophe. Oui, je serai à votre bureau à 8 heures demain. Elle a raccroché, sa main tremblait si fort qu'elle a failli laisser tomber son téléphone. Sa carrière, construite sur l'image et les relations, était en train de se désintégrer en direct. Le président du conseil régional, qui se tenait maladroitement à côté de mon père, s'est raclé la gorge. Bernard, au vu de ces développements, je crois que votre position est devenue intenable. Le conseil attendra votre lettre de démission. C'était un coup de grâce politique, exécuté sans ménagement. En quelques minutes, mon père avait tout perdu. Son financement, sa réputation, son prestige, son avenir. L'empire qu'il avait mis 30 ans à bâtir sur une image d'intégrité et de respectabilité n'était qu'un château de cartes, et le souffle de la vérité venait de le réduire en poussière. Avez-vous déjà assisté à la chute de quelqu'un qui le méritait amplement?
Partagez ce moment de justice karmique dans les commentaires, si le cœur vous en dit. Ils avaient perdu leur argent, leur pouvoir, leur statut. Mais il me restait une dernière chose à leur dire, ou plutôt à lui dire. Une vérité que j'avais enfouie au plus profond de moi et qui devait enfin sortir. La salle commençait à se vider dans un chaos feutré. Les invités partaient sur la pointe des pieds, ne voulant pas être associés au désastre. Mon père était resté seul à la table d'honneur, affalé sur sa chaise. Il avait vieilli de 20 ans en 20 minutes. Véronique et Astrid avaient disparu, sans doute pour tenter de limiter les dégâts. Je me suis approché de lui. Il n'était plus le colosse intimidant, le proviseur respecté. Il n'était qu'un vieil homme, vaincu et seul. Il a levé vers moi un regard où se mêlaient la confusion, la colère et une lueur de désespoir. « Élise ?» Sa voix était un souffle rauque. « Tu as tout détruit. Ma carrière, ma réputation, tout. » J'ai secoué la tête, sans colère, juste avec une infinie tristesse. « Non, papa. Je n'ai rien détruit. C'est toi. Toi seul. Ce soir, tu as fait un choix. Entre ta fille et ta nouvelle famille. Entre l'amour et le prestige. Entre la vérité et l'apparence. Tu as choisi. Et ce qui s'est passé n'est que la conséquence logique de tes choix. » Je me suis penché, ma voix n'était plus qu'un murmure, pour lui seul. « Je ne t'ai jamais demandé de l'argent. Je ne t'ai jamais demandé de relation. Je t'ai juste demandé ton respect. Ton attention. Ton amour. C'était trop te demander ? » Il a essayé de dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. « Tu te souviens de mes anniversaires ? Tu en as oublié 2. Pas par méchanceté, juste par oubli. Parce que j'étais moins importante qu'un week-end à Deauville avec Véronique. Tu te souviens de ma première inspection en tant que professeur titulaire ? J'avais eu les félicitations du jury. J'étais si fière. Je t'ai appelé pour te le dire. Tu m'as répondu que tu étais en ligne avec ton courtier en bourse et que tu me rappellerais. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'était il y a 7 ans, papa. J'attends toujours ton appel. Une larme a roulé sur sa joue ridée. Une larme de pitié pour lui-même. J'ai compris à cet instant qu'il ne changerait jamais, qu'il ne comprendrait jamais vraiment la nature de sa faute. Sa douleur ne venait pas de m'avoir blessé, mais d'avoir été publiquement humilié. Je me suis redressée. Le lien invisible qui m'avait attaché à lui toute ma vie, ce besoin désespéré de son approbation, venait de se briser. J'étais libre. Je ne te déteste pas, papa. Je n'ai plus assez d'énergie pour ça. Je te souhaite de trouver la paix. Adieu. J'ai tourné le dos, sans un regard en arrière, et j'ai rejoint Bastien. Il m'attendait, un léger sourire aux lèvres. Il a passé son bras autour de mes épaules et nous sommes sortis de cette salle de bal, laissant derrière nous les débris d'une vie qui n'était plus la mienne. Nous marchions vers notre vieille Peugeot, et pour la première fois de la soirée, je respirais librement. La justice avait été rendue, mais la véritable guérison ne faisait que commencer. Et le chemin serait long. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon. Comme prévu, la vidéo de la soirée, filmée par des dizaines de téléphones, a inondé Internet. Le hashtag les profs méritent le respect est devenu un phénomène national. Des journaux comme Le Monde et des émissions de télévision se sont emparés de l'histoire. J'ai reçu des milliers de messages de soutien d'enseignants de toute la France, me racontant leurs propres histoires de dévalorisation. Mon cas personnel était devenu un symbole. Les conséquences pour ma famille se sont déroulées comme une tragédie grecque, mais au ralenti, ce qui la rendait encore plus cruelle. 2 jours après la soirée, le rectorat a publié un communiqué laconique annonçant que Bernard Hamilton avait souhaité faire valoir ses droits à une retraite anticipée pour des raisons personnelles. C'était l'exécution publique la plus polie possible. Sa carrière de 30 ans s'est terminée par une note de bas de page honteuse. Pour Astrid, la chute a été plus lente, plus insidieuse. Son cabinet d'avocats, soucieux de son image, l'a d'abord mise en congé forcé. Ils ont publié une déclaration affirmant ne pas cautionner de tels propos, et réaffirmant leur soutien au corps enseignant. C'était de l'hypocrisie pure, mais c'était efficace. 3 semaines plus tard,
j'ai appris qu'elle avait démissionné pour poursuivre d'autres opportunités. Elle et sa mère ont vendu leur appartement luxueux à Lyon et ont déménagé à Bruxelles. La rumeur disait qu'Astrid avait trouvé un petit poste de juriste dans une obscure société immobilière. De notre côté, la Fondation Élise Lambert a connu un démarrage fulgurant. Les dons affluaient. Des entreprises, sentant le vent tourner, voulaient être associées à notre image positive. Notre première réunion du conseil d'administration s'est tenue, comme je le souhaitais, à l'Hôtel-Dieu, à la table numéro 12. Les anciens, exilés, étaient désormais au centre des décisions. Un soir, environ un mois après le gala, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. J'ai hésité, puis j'ai décroché. C'était mon père. Sa voix était méconnaissable, cassée. Il m'a dit que Véronique l'avait quitté, partie rejoindre sa fille en Belgique. Il était seul dans la grande maison vide. Il a pleuré. Il a dit qu'il était désolé. Désolé pourquoi, papa, ai-je demandé, ma voix neutre. Pour tout, pour la soirée, pour t'avoir blessé. Tes excuses sont motivées par le remords ou par la solitude? Il y a eu un long silence. Il n'a pas répondu. J'avais ma réponse. Écoute, papa. La porte n'est pas complètement fermée. Mais si tu veux un jour espérer reconstruire quelque chose, voici mes conditions, et elles ne sont pas négociables. Primo, tu entames une thérapie familiale avec moi, avec un professionnel. Secondo, tu rédiges une lettre d'excuse publique, sincère et détaillée, à la communauté enseignante. Mais c'est humiliant. Tu ne peux pas me demander ça. Alors je ne peux rien pour toi. Le choix t'appartient. Comme toujours. J'ai raccroché. Que feriez-vous à ma place? Auriez-vous été aussi ferme, ou auriez-vous cédé à la pitié? Je suis curieuse de lire vos avis. Il n'a jamais rappelé. Sa fierté était plus forte que son amour paternel. Et pour la première fois de ma vie, ça ne me faisait plus mal. J'avais enfin trouvé la paix. Mais la vie me réservait encore une dernière, et merveilleuse, surprise. La vie a repris son cours, mais tout était différent. La Fondation Élise Lambert est devenue ma deuxième passion. Nous avons financé des bibliothèques dans des collèges de banlieue, créé des bourses pour les jeunes professeurs précaires, et mis en place un programme de soutien psychologique pour les enseignants au bord du burn-out. Pourtant, je n'ai jamais quitté mon poste. J'arrivais à l'école chaque matin, avec ma boîte de craie et mes piles de copies à corriger. Quand un journaliste d'un grand magazine m'a interviewé et m'a demandé pourquoi je n'arrêtais pas d'enseigner pour me consacrer à plein temps à la fondation, ma réponse a fusé, évidente. Parce que je suis professeur. C'est mon identité, ce n'est pas seulement mon métier. Comment pourrais-je prétendre comprendre et aider mes collègues si je me coupais de leur réalité? Cette fondation existe grâce aux enseignants, pour les enseignants. Ma place est avec eux. Un soir, alors que nous dînions tous les deux avec Bastien sur notre petit balcon qui donnait sur les toits de Lyon, je lui ai posé la question qui me brûlait les lèvres depuis des semaines. Pourquoi? Pourquoi ne m'avoir jamais rien dit sur du futur, sur qui tu étais vraiment? Il a posé sa fourchette et a pris mes mains dans les siennes. Son regard était intense et sincère. Pour deux raisons, mon amour. La première, la plus égoïste, c'est que je voulais que tu m'aimes pour moi. Pas pour mon argent ou mon statut. Je voulais être Bastien, l'homme qui te fait rire et qui oublie de sortir les poubelles, pas le PDG d'une grande entreprise. Je voulais que notre amour soit notre seule fondation. Il a caressé ma joue. La deuxième raison, c'était pour toi. Je voulais désespérément que ton père te voie. Qu'il reconnaisse ta valeur, ta force, ton intelligence, sans le prisme déformant de l'argent. J'ai espéré, jusqu'à la dernière seconde de son discours, qu'il aurait un éclair de lucidité, qu'il serait fier de sa fille, la professeure. J'ai échoué à le faire changer, mais je ne voulais pas que tu doutes jamais de ta propre valeur. Ces mots étaient le plus beau des cadeaux. Ce secret n'avait pas été une trahison, mais un acte de protection, une preuve d'amour ultime. Et puis, il y a eu ce matin d'avril. Un matin doux et ensoleillé. J'avais quelques jours de retard. Avec le stress des derniers mois, je n'y avais pas prêté attention. J'ai fait un test, sans y croire. Et j'ai vu apparaître deux petites barres bleues.
Deux barres qui redessinaient notre avenir. Quand j'ai montré le test à Bastien, il est resté silencieux pendant une longue seconde, puis ses yeux se sont emplis de larmes de joie pure. Il m'a soulevé dans ses bras et m'a fait tourner. Plus tard dans la soirée, il a posé sa main sur mon ventre encore plat et a murmuré, « Un bébé de professeur. Il ou elle aura le plus beau des super-pouvoirs, celui de changer le monde. » J'ai souri. Tous les bébés changent le monde, mon amour. Les professeurs sont juste là pour le leur rappeler. Aujourd'hui, je regarde en arrière, et je comprends la leçon. Votre valeur n'est pas définie par le compte en banque, le titre sur une carte de visite, ou l'approbation de vos parents. Elle est définie par l'impact que vous avez sur les autres, par la passion qui vous anime, par la capacité à rester fidèle à vous-même, même quand le monde entier vous dit que vous avez tort. J'ai passé 35 ans à chercher la reconnaissance de mon père. J'ai finalement trouvé la mienne. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, si elle vous a touché, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, partagez-la, et abonnez-vous à ma chaîne. J'aimerais beaucoup lire vos propres expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà dû vous battre pour faire reconnaître votre valeur? Et pour tous les enseignants, les infirmières, les aides-soignants, les éducateurs, tous les métiers du cœur qui m'écoutent, quelle est la chose la plus belle que l'on vous ait dite à propos de votre travail? Célébrons ensemble la richesse de nos choix. N'oubliez jamais, vous méritez d'être célébré pour qui vous êtes, pas simplement toléré. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous, et continuez à tracer fièrement vos propres frontières.